Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix responsables avec Philippe David. On va vous parler de la ménopause, de l'andropause. Quelle vérité! Tout le monde entend ces mots, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle est la réalité médicale et sociale? Quel est l'impact sur des situations de transformation profonde chez l'humain? Qui sont-elles équivalentes? Quelles sont les réponses significatives, en tout cas, et médicales pour accompagner cette transformation? On va parler également de notre cœur. Comment le protéger avec l'âge, sachant que la première cause de mortalité en France reste les maladies cardiovasculaires. C'est à travers trois professionnels de santé, médecins et experts, que nous pouvons mieux comprendre ces phénomènes, leur place dans la société, comment les prendre en charge et guider ceux qui nous entourent. D'ailleurs, vous avez des questions à poser sur la ménopause ou l'andropause. Le standard vous est ouvert au 0826 300 300. Et avec nous aujourd'hui sur ce plateau, le docteur Michel Mouly, gynécologue, chirurgien et cancérologue, avec ce livre, Philippe. Avec ce livre coécrit avec le docteur Carole Burté, Hormones, la vie commence à 50 ans. C'est une chanson de Tino Rossi, mais avec 10 ans de moins. Avec docteur Carole Burté, vous l'avez dit, spécialiste en méthode sexuelle et en andrologie, et puis co-auteur de ce livre. Et le docteur Pierre Sedbon est avec nous, cardiologue et auteur de ce livre. Votre ordonnance anti-stress pour préserver votre cœur, publié également aux éditions Le Du. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Alors on va essayer de comprendre ce qui change dans notre corps, et le cœur est l'épreuve du temps, en tout cas avec vous, Michel Mouly. À partir de quand peut-on se dire qu'on est peut-être en ménopause sur le plan médical? Déjà, reprenons depuis le début. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Le mot ménopause, c'est un terme que je ne supporte pas, qui date de 1816. Vous imaginez? Ah oui, à l'époque où ça date, ouais. À l'époque où les femmes vivaient jusqu'à 43 ans. Donc il y a un médecin français qui un jour a dit, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces femmes qui atteignent 50 ans? Le terme, c'était décrépitude. Ah oui. Non, mais on allait jusque-là, c'est-à-dire qu'elles avaient des problèmes cognitifs, elles n'étaient pas bien dans leur truc, c'est notre burn-out. Et il a vu, le seul élément qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles n'avaient plus leurs règles. Donc il a dit, menstruation, pause de menstruation, ménopause. Et donc c'est un terme purement descriptif, alors que nous, maintenant, avec une espérance de vie des femmes à 85 ans, il faut être dans la science, dans la biologie. Et c'est pour ça que j'essaye de changer de terme. On en parlera si vous voulez. Et l'ADOLA, comme je l'appelle, la déficience œstrogénique liée à l'âge, qui est un terme vraiment purement scientifique, comme les hommes, et ma collègue, la docteure Carole Burté, va en parler. Et qui est plus joli que ménopause, en plus. Oui, je trouve que c'est stigmatisant de dire je suis ménopausée. Puis alors là, c'est définitif. Voilà. Puis on vous a inventé les pré, les post, les machins, les trucs. Non mais post-ménopause, ça veut dire après la ménopause, c'est la mort. C'est-à-dire que... Oui, après la ménopause, c'est la mort. On ne rentre pas dans un sas et on en sort. Et donc c'est théoriquement entre 45 et 55 ans pour la femme, bien sûr, pas pour l'homme, mais maintenant on peut se poser des questions, mon cher David. Et c'est 51 ans. Voilà. Alors, je vais poser la question justement à votre co-auteur ou autrice, le docteur Carole Burté, spécialiste en médecine sexuelle et en andrologie. Chez la femme, c'est la DOLA, chez l'homme, c'est la DALA. Alors expliquez-nous ce qu'est la DALA et ça se présente comment chez l'homme? Oui, alors bonsoir. Déjà, merci de nous avoir invités. Ça nous fait plaisir d'être ici pour parler de ces sujets qui sont extrêmement importants, étant donné la population vieillissante. Alors, chez l'homme, on dit plus du tout DALA, c'est fini. Chez l'homme, c'est très complexe parce qu'à un moment donné, on a parlé de andropause. Andros, c'est l'homme en grec. Pause, ça veut dire stop. Or, chez l'homme, les hormones, ça ne s'arrête pas, la fertilité non plus. À partir de là, le terme était inapproprié. D'ailleurs, c'était même pas reconnu par beaucoup de scientifiques, et en particulier les endocrinologues. Ces 30 dernières années, il y a eu énormément de recherches, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. Le terme aujourd'hui, c'est de parler de déficit en testostérone, tout simplement. C'est un terme international. Et ça correspond en fait chez l'homme, non pas à quelque chose de... comme l'arrêt des règles qui serait commun à tout le monde, etc. Mais en fait, c'est l'association entre certains symptômes et un taux de testostérone qui est trop bas. Tous les hommes ne sont pas concernés, mais beaucoup le sont. Oui. Oui, allez-y. Oui, non mais Carole, qui est une experte,
a défini après la DOLA, le DALA, elle est partie, déficit androgénique, sur le déficit en testostérone. C'est-à-dire que pour elle, c'est encore plus spécifique. Alors, Philippe disait DOLA et DALA, c'est plus simple parce qu'ils sont dans un bateau, ils tombent et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est quand même pour la femme et pour l'homme, c'est quand même plus représentatif. C'est un discours qui est plus simple. Mais quand on est dans les universités, dans les congrès, moi je pense que déficit en testostérone est vraiment le terme le plus approprié. Alors, on sait que vous allez me dire si je dis des bêtises, les femmes sont de toute façon à un moment donné 100%. DOLA, ok, on est d'accord. Est-ce que les hommes sont tous DALA ? Non, pas tous les hommes. Alors c'est compliqué parce que les études qui ont été faites là-dessus sont très biaisées parce que en fait tous les scientifiques ne dosent pas la testostérone de la même manière et on ne le recherche pas forcément. Alors quand on regarde la littérature scientifique, on vous dit que ça concerne 18% des hommes. En réalité, c'est beaucoup plus parce que dès lors que vous avez des pathologies chroniques, dès lors que vous avez un syndrome métabolique, du diabète, de l'hypertension, des pathologies cardiovasculaires, un cancer, une maladie, quelle qu'elle soit, qui est traitée sur le long cours, là, on a des chiffres qui sont très importants. Alors, par exemple, un homme diabétique sur 2 a un déficit en testostérone. Et là où c'est important, c'est qu'il ne s'agit pas que de sexualité, c'est qu'il s'agit de santé. Parce que quand on les traite, on augmente leur espérance de vie. Alors Pierre Sedbon, vous avez écrit ce livre, notamment votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, publié chez Le Duc. Que provoque cette chute hormonale, tant chez la femme que chez l'homme, sur le système cardiovasculaire ? Alors, bien dans le micro. Déjà, il faudrait surtout parler de la ménopause avant tout, que l'on connaît quand même mieux. La ménopause, la DOLA, bien sûr. Pardon, j'ai pas encore l'habitude. Et donc, cette période-là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque cardiaque est au top. Or, le vrai cri, si je ne dois dire qu'une phrase aujourd'hui à Sud Radio, c'est qu'il faut absolument alerter les femmes sur la nécessité de voir un cardiologue et bien avant la ménopause. Parce que quel est le problème actuel ? C'est que, et Dieu sait s'il faut s'en occuper et prévenir cela, le cancer du sein tue des femmes, mais le cœur tue 6 fois plus de femmes que le cancer du sein. 6 fois plus. Or, personne n'en parle dans les médias, dans les livres. On va bientôt corriger cela, je vous le promets. Mais il faut absolument le dire, déjà ça. Bon. À partir de quel âge ? Parce que pendant qu'on y est, à partir de quel âge on se dit, on commence à regarder et à faire des tests préventifs ? Voilà. Et puis je voudrais rajouter une chose à la question de Cécile. Qui était déjà très bonne. Qui était déjà très bonne. Excellente, dirais-je. On dit souvent que les gens meurent de problèmes cardiaques en raison d'obésité, de cholestérol, etc. Est-ce que les hormones ont une conséquence dessus également sur cette mortalité cardiaque ? Oui, là c'est encore meilleur. Là, allez, on y va. Certainement, puisqu'on sait que la chute en estrogène va faire basculer la femme vers un risque majeur de cardiaque. Ouais. On sait déjà, ne serait-ce que si une femme a des bouffées de chaleur, le risque est majoré de risque cardiaque immédiat. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant même la ménopause, je pense qu'il faut que la femme s'interroge. Si vous avez 40 ans, que vous êtes mince, sportif, que vous n'êtes pas stressé, que vous n'avez aucun facteur de risque, vous n'êtes pas forcément pressé d'aller voir un cardiologue, même si ça serait bien. Maintenant, je crois que bien avant 50 ans, une femme doit consulter même si elle va à merveille. Je souhaiterais juste, dans les années où je vais encore travailler, ne plus avoir de femmes qui débarquent au cabinet en me disant « je ne sais pas pourquoi je viens vous voir, je vais hyper bien, c'est mon médecin qui insiste et vous n'avez rien. Non, je fume pas, je fais un peu de sport. Bon, je suis soigné pour la tension, pour le diabète, pour le cholestérol. » Non, les gens ne sont pas informés. Je suis horrifié. On a une qualité médicale fabuleuse, que ce soit bien sûr en gynéco et en cardiologie particulièrement, il faut le dire. On a une très belle médecine, mais par contre, on est très mauvais en prévention. Et c'est pour ça qu'il faut alerter les gens et les femmes. Allez, on fait une petite pause parce que c'est la pub. Ah bah oui, je sais, il me regarde avec un air, Michel Mouly, mais on fait une petite pause. Il n'est pas bien là. On verra. Il faut faire une pause qui n'est pas méno ni andro. Là, on est en pause minibus. Donc j'y suis pour rien. Donc c'est une mini-pause. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Que les choses soient claires, dans cette émission, il ne peut rien vous arriver, puisque vous êtes entouré du docteur Michel Mouly, qui est gynécologue, chirurgien et cancérologue, docteur Carole Burté, qui est spécialiste en médecine sexuelle et en andrologie, et docteur Pierre Sedbon, qui est cardiologue. Donc ici, tout va bien. On va vous donner toutes les informations possibles et imaginables. On va commencer par Carole Burté, puisqu'on va parler de je l'ai pas encore dans la tête, ce DALA, donc l'andropause. Déficit en testostérone ou DALA. Voilà, vous l'avez dit, chez les hommes, quels sont aujourd'hui, avant qu'on fasse un test, les critères qui justifieraient qu'on pourrait être, pour un homme, en pleine DALA? Alors, il y a un certain nombre de symptômes. Alors, c'est vrai que les symptômes sexuels sont souvent au premier plan. La testostérone, c'est l'hormone du désir. Donc, ce serait une baisse du désir. La testostérone est très importante pour avoir des érections. Donc, ce serait une dysfonction érectile. Ce serait la perte des érections spontanées. Ce serait, par exemple, un homme qui prend depuis longtemps des molécules, comme tout le monde prend la petite pilule bleue, etc. Puis tout d'un coup, ça marche plus. Ça, c'est les symptômes sexuels. Mais le truc, c'est que on parlait de cardiologie en disant tout à l'heure, j'ai bien entendu que bon, c'est surtout étayé chez les femmes. En fait, c'est extrêmement étayé chez les hommes. La testostérone est responsable de l'équilibre entre la masse musculaire et la masse graisseuse. Donc, un homme qui manque de testostérone, il va perdre de la masse musculaire, il va prendre du ventre, il va augmenter son risque cardiovasculaire, surtout que c'est souvent des hommes. Il a éclaté de rire en me regardant quand vous avez dit prends du ventre. Voilà, exactement. À chaque fois qu'on dit ça quelque part, c'est exactement ça. Et si vous voulez, on peut avoir des symptômes qui sont des symptômes plus cérébraux, comme une humeur dépressive, des troubles du sommeil, de l'irritabilité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être reléguées à ça. Ce ne sont pas des symptômes spécifiques. Mais par contre, si c'est associé à un taux de testostérone, là, lorsqu'on traite, on améliore les choses. Et je voulais rebondir aussi sur le risque cardiovasculaire, parce que moi, en tant qu'andrologue, je suis un peu en guerre contre le fait qu'il n'y a pas vraiment de médecine des hommes. Les hommes sont jamais examinés, on leur fait pas de bilan. Les femmes, elles vont chez le gynéco tout le temps, et on passe à côté de plein de choses. Par exemple, un homme qui souffre de troubles de l'érection, aujourd'hui, on va lui prescrire la pilule bleue. On va même pas chercher à lui faire un bilan. Or, on sait que c'est un homme qui va avoir une pathologie cardiovasculaire. Mais permettez-moi de vous poser... La dysfonction érectile est un marqueur de pathologie cardiovasculaire. Ouais. Donc, il faut consulter. Le docteur Sedbon vous pose une question, mais je vous en pose une. Alors, Michel Mouly, qui est fan de foot, saura peut-être. La testostérone, c'est un produit dopant qui est interdit chez les sportifs. Il y a quelques équipes d'Allemagne de l'Ouest, à l'époque, je ne citerai pas de nom, qui en ont pris, et même un gardien de but allemand qui s'appelait Schumacher. Est-ce que, dans ces cas-là, c'est cette perte de testostérone, il suffirait pas d'injecter ou de prendre comment ça s'appelle, un patch de testostérone, un gel? Comment ça marche? Bien sûr. Est-ce que les femmes ont de la testostérone aussi? Oui. Ah, alors, regardez-moi. Très important. Premièrement, moi aussi. Premièrement, on traite le déficit en testostérone, tout comme on traite la ménopause, et c'est indispensable. Ce sont des traitements de long terme, et ce sont des traitements qui se substituent en fait à l'absence de sécrétion hormonale naturelle. C'est pas du dopage. L'objectif, c'est d'avoir un taux de testostérone correct. C'est rééquilibré, en fait. Pour répondre à la... Combler l'absence, le déficit. Mais bien sûr. Et deuxièmement, chez la femme, la testostérone est également une hormone féminine qui est présente dans le corps de la femme jusqu'à la ménopause. Et le déficit hormonal de la femme en testostérone va provoquer à la ménopause des troubles du désir sexuel, de la fatigue, un mauvais sommeil, etc., etc. Et aujourd'hui, on incite de plus en plus, et en médecine sexuelle, on a des recommandations là-dessus, à donner un tout petit peu de testostérone. Alors, c'est pas les mêmes doses, évidemment, il s'agit pas de viriliser, mais un tout petit peu de testostérone en complément du traitement hormonal de la ménopause. Michel Mouly, je voulais revenir avec vous. On entend, et moi autour de moi, des femmes qui disent « Moi, je prends des plantes, je vois une naturopathe. » Est-ce que là, on est, à un moment donné, je sais que ce sujet, et en tout cas, ces alertes, vous les faites depuis très longtemps. Et à un moment donné, quand on se sent pas bien, il faut prendre les bonnes méthodes. Aucune preuve, aucune ce qu'on appelle evidence-based medicine, aucune preuve scientifique n'a montré que la naturopathie allait traiter tous les problèmes. Ils vont compartimenter certains éléments et ils vont cacher les autres.
Moi, je vois de plus en plus, depuis que j'écris des livres, hein, ça en fait 3 en l'espace de 3 ans, je vois un nombre de naturopathes qui viennent me voir. Alors je leur regarde, je dis leur nom, je regarde, je dis « Ah, vous êtes naturopathe, mais comment ça se fait que vous venez me voir ? 62, 63 ans. Oh, docteur, j'ai lu votre livre, j'en peux plus, je suis lessivé. » Et puis en plus, vous dites qu'il faut faire une densitométrie osseuse, qu'on doit faire autant chez l'homme que chez la femme. Et elle me dit, oh, j'ai une ostéoporose. Et alors moi, je leur dis souvent, ah, la pomponnette, elle est revenue à la maison de la médecine, de la science. Parce que voilà. Alors moi, je ne suis pas contre la naturopathie. Elle peut accompagner de façon synergique, positive, mais on ne peut pas. On n'a aucune preuve scientifique et ça ne marche pas. Pierre Sedbon voulait réagir. Je crois qu'il avait d'ailleurs une question pour vous, Carole Burté. Oui, Carole, voilà, une question en tant que praticien, j'y suis souvent confronté et je m'intéresse un peu aux hommes, aux femmes beaucoup, hein, mais aux hommes un petit peu aussi. Et je leur pose souvent la question et je me rends compte que ça peut être tout à fait une DALA. Je crois que c'est comme ça qu'on doit dire une maintenant. DALA pour les hommes. Enfin, en tout cas, une déficience en testostérone. Et mon problème, alors j'ai tout bon, et puis je fais doser les hormones avec la testo biodisponible comme on doit le faire quand on est normalement docteur. Et là, l'interprétation est extrêmement compliquée parce que souvent ces dosages sont normaux ou subnormaux. Alors, je voudrais savoir, je ne veux pas que vous fassiez un cours de médecine, bien sûr, mais que vous nous disiez ce que peut faire la spécialiste pour... Qu'est-ce qu'elle a comme élément pour décider de donner de la testostérone à quelqu'un ou pas, puisque l'on sait que la testostérone, c'est bon pour tout, sauf si on en a déjà. Donc des études ont démontré aussi, semble-t-il, que si tu ne manques pas de testostérone, il vaut mieux ne pas en prendre, même si des tas de sportifs et des tas de gens en prennent. Juste pour dire, et Carole va tout expliquer, ça dépend de ton point de départ. Et Carole va expliquer qu'il faut un bilan au départ. Pour tracer une droite, il faut 2 points. Donc si tu as ton point qui était très élevé et qui baisse, mais que tu es dans la normale, Carole, explique-le. Alors... Je t'écoute. Oui, bien entendu. Alors, il faut savoir quand même qu'on a un gros problème par rapport aux normes des laboratoires, parce qu'en réalité, si vous regardez bien, ce ne sont pas des normes, ce sont des valeurs de référence. D'accord. C'est-à-dire que le laboratoire fait des statistiques à partir de tubes de sang appartenant à des hommes qu'on n'a jamais interrogés pour savoir s'ils avaient des symptômes. Conclusion, on a une fourchette qui est extrêmement large, qui est la valeur de référence. En fait, il faut se fier à la valeur moyenne, dans la tranche d'âge moyenne, voire même chez les jeunes, parce que dans cette population-là, on sait qu'on a très peu de déficit en testostérone. Alors, comme c'est un sujet qui est très très compliqué, vous savez qu'on a fait, entre la Société francophone de médecine sexuelle et l'Association française d'urologie, on a fait des recommandations de bonnes pratiques à ce sujet, et on a tranché la question, et on s'est dit que quand la biologie était pas très parlante, mais la clinique l'était énormément, on peut tenter un traitement d'épreuve sur 3 mois, sur 6 mois. Et si à ce moment-là, le patient est nettement amélioré, on peut le continuer. Voilà, parce que c'est vrai que la biologie, elle est compliquée à interpréter. Et je pense que c'est une des grosses raisons pour lesquelles on passe souvent complètement à côté de ça. Le médecin qui ne connaît pas, il passe complètement à côté de ça. En faisant une surveillance biologique, en faisant, c'est ce que dit Carole, une surveillance biologique, puisque dès qu'elle entame un traitement, elle surveille pour vérifier qu'on n'est pas en dopage. Mais non, bien sûr, mais ça, c'est pas la question. Mais pour répondre à ce que tu disais, c'est vrai que si on avait une vraie médecine de l'homme irait consulter un andrologue, je sais pas, au moins à son adolescence, mais au moins vers la quarantaine, vers la cinquantaine, pour avoir des réponses à ces questions, des conseils sur la fertilité, sur l'appareil génital, sur je sais pas quoi, et on aurait un dosage de base. Et, à quoi se référer. Et ça, Carole Burté, c'est le rôle des généralistes d'inciter justement ou pas du tout de vous envoyer vers vous, c'est ça que je veux dire. Oui, ce serait le rôle du médecin généraliste s'il ne connaît pas bien, mais le médecin généraliste en soi, il peut être tout à fait habilité à faire cette surveillance. Le problème, c'est que les hommes, mais personne ne les examine. Personne ne les voit, et quand ils viennent parler de leurs difficultés, notamment sexuelles, ils sont pris au sérieux parce qu'il y a des médicaments, on leur donne. C'est comme si vous aviez mal au ventre, on vous donne un petit comprimé pour que ça passe, mais derrière, vous avez l'appendicite, vous voyez ? Oui. Donc, à un moment donné, c'est une médecine qui devrait, à mon avis, être un peu plus répandue, quoi.
Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec la suite de ce, en tout cas sur ces livres, je rappelle, votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, ça c'est le docteur Pierre Sedbon. Et les hormones, la vie commence à 50 ans, les clés pour préserver votre santé, votre sexualité et votre couple, ce sont les docteurs Michel Mouly et Carole Burté. Et on vous incite à les acheter pour avoir une rentrée parfaite, parce que là vous serez au top avec celle. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables sur un sujet très intéressant, puisque on va donner les noms que vous n'aimez pas, docteur Michel Mouly, donc l'andropause et la ménopause. Docteur Michel Mouly avec ce livre, un gynécologue, chirurgien et cancérologue que vous avez coécrit avec Carole Burté, qui est avec nous, un spécialiste en médecine sexuelle et en odrologie, je vais y arriver. Absolument. Le livre du docteur Pierre Sedbon, votre ordonnance anti-stress pour préserver votre cœur et pour protéger votre cœur, le docteur Sedbon qui est donc cardiologue. Voilà, et le livre est offert avec celui du docteur Mouly et du docteur Burté. Ah bon, parfait. Mais c'est vous qui prenez l'argent quand même, docteur Sedbon. Bien sûr, bien sûr, bien entendu. Sur les idées reçues, et là bien sûr je m'adresse tout de suite avec Michel Mouly et Carole Burté, sur le fait de prendre des oestrogènes, de dire c'est mauvais, ça déclenche le cancer, il y a énormément de choses qui sont arrivées des États-Unis que tout le monde a cru pendant des années, mais c'est difficile une fois que Alors si on avait des journalistes sympathiques, ça serait mieux, puisque en 2000... Me regarde pas comme ça. Mais non, mais j'ai rien fait. Il cherche de la complicité, laissez-le. En 2002, l'étude américaine, qui n'avait pas été analysée par les médecins, ça a fuité, et il y a des journalistes qui ont pris le truc sans que ça soit analysé et qui ont dit les traitements hormonaux à l'américaine donnent le cancer et les maladies cardiovasculaires. Les mêmes auteurs ont dit 1 an et demi après l'analyse, mais non, on s'est trompé, c'est pas ça qu'on voulait dire. Maintenant, ce qu'on sait... Et le mal est fait. Et le mal est fait. Et dans Le Monde, un certain Paul Ben-Ki-moon, c'est ça, a dit ça en août 2004. Et depuis, c'est ancré. Donc on essaye. Donc les hormones, les œstrogènes, seuls réduisent l'incidence du cancer du sein. C'est pas, on n'en a pas 100, on en a 75. Le traitement hormonal à la française n'augmente pas le risque de cancer du sein. Il provoque pas, il le révèle plutôt. Mais de meilleurs pronostics avec une réduction de mortalité de 50% par rapport à une femme qui n'en prend pas. Donc. Et en plus, il réduit le cancer du côlon, le cancer du rectum, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas et le cancer du poumon. On faut tourner la page quand on a un truc, quelque chose. Et pour la prostate, on sait qu'un homme qui a un cancer de la prostate avec une testo normale, a certainement un cancer de meilleur pronostic. Il est dans le même truc, c'est ce que va dire Carole Burté. Oui, alors effectivement, il y a eu une polémique au sujet du cancer de la prostate chez l'homme, parce qu'il y a eu là aussi une seule étude concernant un seul patient en 1945. Ah oui, et là, on a dit, attention. Alors, on va dire que la cohorte était limitée, comme on parle de cohorte de patients. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors de là, bien sûr qu'on sait que quelqu'un qui a un cancer, il vaut mieux diminuer au maximum son taux de testostérone, et ça fait partie d'ailleurs les traitements de suppression hormonale des traitements du cancer de la prostate. Mais en fait, maintenant, il est vraiment prouvé que de prendre de la testostérone à dose équilibrée avec une bonne surveillance n'augmente pas le risque d'avoir un cancer. Ça, c'est certain. En revanche, quand on diagnostique un cancer de la prostate, je reprends un peu ce que disait Michel, quand on diagnostique un cancer de la prostate chez un homme, eh bien, en fait, si le taux de testostérone est bas, en général, c'est associé à un cancer plus agressif. Voilà. Chez l'homme, on avait eu aussi une autre polémique à un moment donné, c'est que là, toujours pareil, aux États-Unis, on s'est mis à donner de la testostérone à plein de gens, et notamment dans des maisons de gens âgés qui n'avaient pas bougé depuis très longtemps, et la testostérone les a dynamisés, ils ont bougé, mais le cœur, il n'a pas suivi. De là, on a dit que c'est mauvais pour le cœur. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites derrière. La FDA a demandé à travailler cette question-là. C'est la Food and Drug Administration qui gère l'autorisation des médicaments aux USA pour les auditeurs. Absolument, excusez-moi. Et donc, en fait, toutes les études sont concordantes. Prendre de la testostérone, ça améliore le risque cardiovasculaire. Donc là-dessus, on est tout à fait tranquille avec les traitements de l'homme. Docteur Pierre Sedbon, il y a aussi un facteur important, c'est que plus on est vieux, plus on a de stress. Le stress est un facteur aussi.
âgé ? Oui, parce que je pense qu'on peut être vieux à 90 ans, mais de 50, 60, 70, 80 ans, avec les progrès de la médecine, on prend de l'âge sans vieillir. D'accord. C'est un des principaux problèmes. Allez-y, docteur. Engueulé, moi, vous allez voir. Alors, je vais dire deux choses. Une très brève. Je suis cardiologue, mais je suis très pour les traitements hormonaux. Je connais très mal l'andropause. On va rester sur les anciens mots que je connais mieux. Je connais un peu mieux la ménopause. Et pour vous dire que je vois des tas de femmes de 50, 60 ans qui viennent enfin faire des examens du cœur, celles qui n'ont pas pris le traitement hormonal vont vachement moins bien que celles qui l'ont pris. Donc ça, c'est évident. Maintenant, dans le cadre de la DALA, je connais moins, c'est plus compliqué comme le dit Carole, mais je crois qu'il y a énormément à faire pour tous les hommes, nous-mêmes compris d'ailleurs, il faut y penser. Maintenant, juste pour rebondir, il faut venir vous voir en tant que cardiologue tous les combien? C'est quoi? C'est tous les ans à partir d'un certain âge? Je pense qu'à partir de 40 ans, une femme qui a un plus grand risque cardiologique aujourd'hui à notre époque avec la vie qu'elle mène que l'homme, et un cœur plus fragile, plus sensible au stress, la femme doit se poser, voir un cardiologue à 40 piges, pour moi. Après, tout va dépendre de ce qu'est cette femme. Si elle ne fume pas, si elle n'a pas de facteur de risque, si elle est sportive, mince, on peut la voir 5 ans après. Mais si par contre vous tombez sur quelqu'un qui a des problèmes, qui a une hypertension, qui commence à déclencher une ménopause éventuellement précoce, là la question se pose de la surveiller beaucoup plus. Mais j'ai une question qui me semble intéressante, parce que dans votre livre, les clés pour préserver votre santé, votre sexualité et votre couple, docteur, vous êtes cardiologue, est-ce que faire l'amour c'est bon pour le cœur ou est-ce que c'est mauvais? Ça ne peut être que bon. Ah ça, voilà une réponse satisfaisante. Ça dépend avec qui. Hein. Non, bien sûr, on sait qu'il y a un pape qui est mort pendant l'acte sexuel. Bon, oui, bien sûr. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Un cardinal. Un cardinal. Donc, attention. Je pourrais même vous dire son nom, mais tant pis. Donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est que non. Vous savez, l'acte sexuel est un effort physique comme un autre. C'est évident que si vous avez une maladie coronaire qui n'a pas été dépistée, que vous faites un effort sympathique, vous pouvez faire un infarctus ou une mort subite. Ah oui. Avec vous, docteur Carole Burté. Carole Burté, difficile pour les hommes de traiter ce sujet. On ne sait pas vraiment à qui en parler. Des spécialistes comme vous, il n'y en a pas partout dans toute la France, forcément. Quels conseils on peut leur donner ? Écoutez, le premier conseil, étant donné que les premiers symptômes, c'est déjà, par exemple, une dysfonction érectile, c'est quand même d'insister auprès de leur médecin pour avoir un minimum d'exploration. Un bilan hormonal, ça c'est certain. Un avis cardiologique, si nécessaire. Par exemple, dans les recommandations des cardiologues, en cas de dysfonction érectile et de facteurs de risque vasculaire, on demande de faire un score calcique. Mais excusez-moi, Carole, qu'est-ce que vous appelez une dysfonction érectile? C'est-à-dire des hommes qui n'ont plus d'érection ou qui en ont, ils en avaient 4 par jour, ils en ont plus que 3. C'est quoi une dysfonction érectile? Alors, une dysfonction érectile, c'est quand l'érection n'est plus suffisante et satisfaisante pour permettre une relation sexuelle telle que la personne le souhaite. Alors, sans définition précise, il ne s'agit pas de pénétrer, il ne s'agit pas d'homme-femme, ça peut être homme-homme, ça peut être une érection qui tient pas, qui peut être normale parfois et à d'autres moments pas normale, ou ça peut être quelqu'un qui n'a pas du tout d'érection. Un psychique aussi, pour ceux qui finalement... Mais bien sûr. Qui est important. Bien sûr, le plus important quand on a une dysfonction sexuelle, c'est de faire une exploration dans un modèle vraiment biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il faut explorer les facteurs organiques, les facteurs psychologiques, relationnels. Il faut parler de sexualité aussi, parce que c'est souvent la sexualité elle-même qui fait que ça se passe mal. Et puis, il faut parler de l'environnemental aussi, des facteurs de stress, etc. Mais toujours est-il qu'un homme qui a dysfonction érectile et des facteurs de risque vasculaire, comme un peu de cholestérol, un surpoids, un peu d'hypertension, c'est monsieur tout le monde, faut s'inquiéter. Parce que ça peut être un signe avant-coureur de maladie cardiovasculaire. Michel Moulet. Donc, dysfonction érectile, pour nous, Philippe et Cécile, c'est plutôt donc les troubles de l'érection. Et il y a un truc qui est vachement important, c'est la perte de l'érection matinale. C'est-à-dire qu'un homme qui avait l'habitude d'avoir des érections, c'est pas le principal, mais il dit je bande plus le matin. Et donc ça, c'est un élément qui est à la fois vasculaire et donc cardiovasculaire et
hormonale. Et bien sûr, il y a aussi d'autres éléments qui interviennent. Mais de principe, on doit rechercher un problème vasculaire et hormonal. Il faut consulter, c'est un symptôme de problème cardiovasculaire, d'avoir plus d'érection le matin. Bien sûr, ça je ne le savais pas. Il faut absolument, dès le moment où on a des troubles de l'érection, de toute façon, il faut en parler à un médecin et il faut en parler à un cardiologue ou un andrologue, bien sûr. La seule chose qui m'a fait de la peine dans ce qu'a dit Carole, j'ai bien dit fait de la peine, elle a bien sorti le mot « il faut insister auprès de votre médecin ». Et c'est là où vous vous rendez compte tous que la médecine a changé. Les médecins ont vieilli, ils sont débordés, il y en a de moins en moins. Vous devez insister pour qu'un médecin vous demande une biologie ou vous envoie un cardiologue ou un andrologue. Ce qui fait que, qu'est-ce qui va se passer? Et ça se passe déjà. Vous allez aller seul voir le cardiologue, l'andrologue, et il ne faut pas attendre. Parce qu'on perd du temps, on perd de la qualité de vie. Et voire de la quantité. Allez, vous restez avec nous, on fait une dernière petite partie dans un instant. En tout cas, merci pour toutes ces informations qui aujourd'hui, il faut en parler de toute façon. C'est ça le problème, et sans tabou, parce que c'est sans tabou, et on fera des révélations après. Absolument. Dit-il en me montrant du doigt. Je ne sais pas. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables ce soir, on vous parle de la Dola et de la Dala. D'un côté, c'est les oestrogènes, et de l'autre côté, c'est la testostérone. Voilà, exactement. Petite question avec monsieur docteur Michel Mouly, gynécologue, chirurgien et cancérologue, et le docteur Carole Burté, qui est spécialiste en médecine sexuelle et en andrologie, et docteur Pierre Sedbon en cardiologie, avec leurs 2 livres, bien entendu. Et ce qui est important, Michel Mouly, c'est de dire, comme on entend parfois, de dire que finalement, la Dola, c'est-à-dire la perte d'oestrogène, ça ne dure qu'un temps. Non, c'est toute la vie en fait. Enfin, au moment où ça démarre. Voilà, on a eu une terminologie qui disait la femme est en ménopause, elle est en pré-périménopause et elle est en post-ménopause. Alors, moi qui suis chirurgien, en post-opératoire, c'est après l'intervention. Ouais. Donc, et alors, la post-ménopause, ça voudrait dire que les femmes, elles sont ménopausées, elles ont plus leurs règles. Déjà, la bêtise de dire 1 an sans règles, ça c'est vraiment un truc qui est complètement has-been. Et on dit, vous inquiétez pas, dans 4-5 ans, ça va se terminer. Donc vous serez en post-ménopause ou après la ménopause. Et c'est vraiment ridicule. Alors vous voyez même des crèmes de beauté qui vous disent crème pour la post-ménopause. Alors j'ai vu un jour quelqu'un et je lui ai dit, dites-moi, vous embaumez les mortes? Ouais, Carole Burté, on a parlé de l'andropause, de la ménopause. Et non, Philippe, je voulais juste poser la même question pour les hommes. On est d'accord, Carole Burté? Ah oui, absolument. De toute façon, le corps de l'homme, jusqu'à la fin de ses jours. Il est fait pour avoir de la testostérone, comme il est fait pour avoir des érections, mais à titre physiologique, c'est même pas sexuel. La physiologie de l'homme implique la testostérone, implique les érections. La testostérone, ça commence dans la période embryonnaire pour la différenciation de l'appareil génital masculin. Mais à un moment donné, quand on manque de testostérone, on le compense, et ce sont des traitements de long terme, de très long terme, qu'on peut continuer toute sa vie. On connaissait l'andropause, la ménopause, Dola Dala, et vous parlez du couple-pause. C'est quoi le couple-pause? Parce que là, c'est madame, monsieur? Alors, le couple-pause, à mon avis, c'est quelque chose de très important. C'est qu'on peut pas s'occuper d'une personne, parce que cette personne, elle va vivre des bouleversements hormonaux, des bouleversements dans sa vie sexuelle, dans sa vie tout court, et l'autre en face peut le vivre aussi, ou pas du tout. Alors, à un moment donné, il faut quand même tenir compte de l'autre. Prenons un exemple. Vous avez j'ai des patients qui viennent me consulter, on les traite, ils vont très très bien après. Leur partenaire ou leur femme n'est pas traité. Ah oui, donc ça crée un décalage. A pas de désir sexuel, donc ça crée un décalage parce que l'un, il est toujours dans une logique d'avancer, alors que l'autre est dans une logique de reculer. Et moi, j'insiste sur un truc, quand on parle du couple, qui me paraît aussi très important, c'est d'arrêter de penser que les femmes, c'est pas fait comme les hommes en matière de sexualité. Physiologiquement, on n'est pas très différents. On a les mêmes hormones dans des proportions variables. Et il n'y a aucune raison pour qu'une femme n'ait pas de désir. Carole Burté, qu'une femme n'ait pas de lubrification. Là, il faut ouvrir le dialogue aussi dans le couple, ce qui n'est pas toujours facile pour une femme de dire qu'elle est arrivée à un certain âge et un homme dire qu'il
on le voit bien, mais qu'il a des problèmes. Donc il y a aussi un dialogue à recréer au sein du couple, Michel Mouly. Il y a 3 ans, j'ai dit la ménopause, enfin à l'époque, la ménopause est un problème de couple. Je me suis fait atomiser sur les réseaux. Mais qu'est-ce que les hommes viennent faire dans notre problème? Au contraire, j'ai dit il faut que les hommes s'intéressent, il faut qu'ils s'informent. Quand Carole disait, et là Cécile, vous venez de parler d'un décalage, on vient de dire avec Carole que la femme à 50 ans, elle a presque plus brutalement d'œstrogène, l'homme il continue à en avoir. Donc il continue à avoir lui ses envies, son bien-être et tout ça. Et si on ne rétablit pas, si on ne contrôle pas ce décalage, comme elle le dit, c'est le couple pause. Ouais. Et il faut l'éviter. En fait, notre travail à nous, c'est justement d'interroger nos patients sur ce qui se passe dans leur couple. Ouais. Si on voit un homme, de poser la question de la partenaire ou du partenaire d'ailleurs, parce que Pierre, voilà, Pierre Sedbon veut réagir. Docteur Pierre oui, Sedbon, je veux juste rajouter quelque chose dont on a peu parlé, mais le temps passe, bien sûr. C'est le stress et le couple. Le stress et la sexualité. Voilà, mais j'ai pas eu l'occasion, hélas, de pouvoir répondre. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer là. Juste un petit mot. Le stress est une catastrophe. Le stress augmente par 2 le risque de mourir du cœur. Donc il ne faut pas dire je suis stressé, c'est pas grave, c'est nerveux, ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça vous mine le moral, mais en même temps, ça vous mine l'organisme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien sûr que le stress est très nocif pour la sexualité. Ne serait-ce que tout simplement, quand vous êtes stressé, vous fabriquez le nerf sympathique, qui est un des nerfs qui fabrique l'adrénaline, est excité. Et l'adrénaline est une hormone qui serre les petits vaisseaux sexuels. Donc, ça diminue l'érection. Donc, souvent, quand vous réglez le problème du stress, vous n'avez pas tout réglé. Mais vous avez amélioré largement le tableau que vous avez devant vous. Donc le psychisme et le stress agissent énormément sur nous. Il y a des médicaments anti-stress efficaces? Il y a des médicaments anti-stress. Il y a déjà rassurer les gens, leur expliquer, et puis éventuellement discuter des médicaments. Moi, je donne des médicaments aux gens les plus stressés, ceux qui ont la forme extrême de stress, qui sont mal, qui ont des tachycardies, qui ont des douleurs. C'est ce qu'on appelle les bêta-bloqueurs, qui en plus... La roue tourne parce qu'ils avaient été incriminés sur des troubles sexuels. Et en fait, aujourd'hui, dans mon expérience qui, dans ce domaine, en tout cas, est grande, je vous promets qu'avec les bêta-bloquants modernes, bien prescrits et bien expliqués, les gens vont plutôt mieux sur le plan sexuel. C'est en tout cas mon expérience. Oui, y compris sur le plan érectile, tout à fait. En tout cas, moi, je peux faire une révélation, puisque Pierre Sedbon est mon cardiologue. Ah bon? Et tu es mon gynécologue. Eh bien, depuis 15 ans, grâce à lui, je prends un demi-comprimé d'un produit à très faible dose qui régule mon cœur, qui évite les excitations et le stress. C'est pour ça que vous me voyez très décontracté. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est bon pour le cœur. Bon pour le cœur. Absolument. Merci beaucoup de nous éclairer à chaque fois. Merci, docteur Michel Mouly, gynécologue, chirurgien et cancérologue. Merci beaucoup, docteur Carole Burté, spécialiste en médecine sexuelle et en androgynologie. Et puis, merci beaucoup, Pierre Sedbon, cardiologue aussi, avec ces livres que l'on vous montre. Votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, c'est également édité aux éditions Le Duc. Merci en tout cas à notre équipe, merci Maxime, merci Justine, merci Félix et Nelly et Zach, bien entendu, de nous avoir aidé à préparer cette émission, et à Nicolas Merlet, bien entendu, qu'on embrasse. Et Emmanuel Rib, bien entendu. Passez une très belle soirée, on se retrouve demain à partir de 17h. Bonne soirée à tous. À demain. Merci.